Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est malien. Il est journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. C'est un peu notre consultant sur l'actualité du Sahel. Ce soir, nous parlons du Mali, son pays évidemment, de la prochaine élection présidentielle en juillet 2018. Nous parlons aussi du tout sauf Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel président qui est candidat à sa propre succession dans cette élection présidentielle. Thiambel Guimbayara, bonsoir. Bonsoir aux Merci auditeurs. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation, Thiambel. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Votre venue dans notre studio coïncide avec l'arrivée au Mali du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, M. Antonio Guterres, pour 48 heures. Est-ce qu'une visite encore du secrétaire général dans un pays comme le vôtre a encore un sens? Oui, la visite d'Antonio Guterres au Mali a un sens, effectivement. Avec cette mission, la MINUSMA, cette mission des Nations Unies qui est au Mali depuis quelques années, fait face en tout cas au terrorisme, à une lutte acharnée, si je veux dire, contre le terrorisme. C'est normal que les autorités maliennes fassent un peu le point avec la plus haute instance qui dirige cette mission. C'est normal que le premier secrétaire général des Nations Unies vienne voir les difficultés, les toucher du doigt, rencontrer les hommes, leur parler, reconforter leur morale et puis prendre langue avec l'État malien pour situer les difficultés et progresser dans cette lutte acharnée contre le terrorisme. D'autant plus que les deux hommes se connaissent. Antonio Guterres et Ibrahim Boubacar Keïta, c'est des liens qui datent de l'international socialiste. Mais aujourd'hui, c'est toute une autre réalité. C'est IBK qui défend les intérêts du Mali et des Maliens. C'est Antonio Guterres qui fait en sorte que cette mission fasse moins de victimes et qu'elle réussisse à rétablir le Mali dans sa souveraineté et dans ses frontières. Cette visite du secrétaire général intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement dégradé. N'ayons pas peur des mots. La semaine dernière encore, le week-end dernier, on a appris qu'il y a encore 21 personnes qui ont été victimes d'actes terroristes, dit-on. De toute façon, maintenant, c'est simple. Au Mali, face à l'incapacité du gouvernement, dès qu'il y a des morts, on dit que ce sont des terroristes. Non, il y a une sorte de tension dans ce pays-là, une crise qui coûte cher en vies humaines au peuple malien, qui coûte cher. Cette lutte contre l'intégrisme, contre le terrorisme coûte extrêmement cher en vies humaines. Quelles d'âmes sont tombées pour vivre que nous vivions ces jours-ci, pour que la situation se normalise. Au-delà de cet aspect, quel est ce pays qui a réussi à faire face au terrorisme? À Paris, tout comme à Washington, on n'est pas à l'abri d'attaques, surprises d'attaques suicidaires. Parce que c'est une guerre asymétrique, il faut le rappeler. C'est une situation dans laquelle on n'a pas un ennemi en face qui se cache derrière les méandres. Encore que le cas malien est beaucoup plus complexe, on a l'impression que tous ceux qui n'en veulent pas de leur vie, qui ne veulent plus survivre, ont pris position sur le terrain malien pour aller se sacrifier, pour se battre. C'est une situation désespéré, difficile qu'il faut regretter, mais les autorités maliennes font de leur mieux. Les populations ont payé le prix fort. La communauté internationale est là. Je crois que c'est une situation qu'il faut abréger. Il faut abréger cette souffrance des populations. Abréger la souffrance, c'est très bien. Il y a quelque chose qui est sous-entendu dans ce que vous êtes en train de dire et qui est devenu une petite musique qu'on entend de Bamako. Et chaque fois qu'il y a un acte, chaque fois qu'il y a perte en vies humaines, on nous rappelle que le monde, globalement maintenant, doit être obligé de vivre avec le terrorisme. On ne peut pas nous imposer de vivre avec la violence quand même. Non, ce n'est pas forcément cela. Ce n'est pas une fatalité face à laquelle on est. La responsabilité de l'État reste entière dans cette situation. Elle est consciente de cette responsabilité. L'État travaille à ce que l'armée remonte, l'armée malienne remonte en puissance et occupe. Témoin de cela, l'armée
armée est aujourd'hui à Kidal. Un contingent de plus d'une quarantaine d'hommes sont dans le cadre du MOC et au-delà du MOC. Le MOC a été alimenté, le mécanisme opérationnel de coordination a été alimenté et opérationnel à Kidal, à Menaka, dans toutes ces régions-là. Oui. Le MOC reprend avec des éléments des groupes armés, des éléments de l'armée malienne pour travailler à sécuriser les populations. Mais cela ne suffit pas. Malgré tout, la violence continue, la guerre continue, on continue de compter nos morts et de les enterrer. C'est triste, c'est regrettable, mais il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder face à ces obscurantistes. Il ne faut pas céder face à cette agression barbare. Il ne faut pas céder face à la peur. On ne doit pas abandonner. Il faut continuer ce combat-là. Et en cela, les autorités maliennes sont conscientes et jouent parfaitement leur rôle. Le secrétaire général donc, des Nations Unies arrive pour 48 heures dans votre pays. Officiellement, dans son agenda, à l'heure où vous et moi nous parlons, il n'est pas inscrit dans son agenda qu'il rencontre le chef de file de l'opposition. Comment peut-on régler donc un problème sécuritaire qui concerne un pays comme le vôtre sans rencontrer un acteur aussi important que le chef de file de l'opposition? Non, vous accordez une très grande importance au chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition est un député. Et l'Assemblée nationale fait partie de ce programme de rencontre. Le chef de file de l'opposition, en tant qu'entité créée par les Maliens, peut faire partie dans une large consultation politique. Ce n'est pas interdit. Je ne vois pas en quoi qui s'opposerait à une telle rencontre. La nécessité et l'agenda, la conception de l'agenda du secrétaire général des Nations Unies lui appartient. Il n'est pas exclu qu'au détour d'une rencontre que cela se fasse, qu'il rencontre Soumaïla Cissé. Mais ce qui est primordial, ce qui est important, c'est qu'il vienne avec le président Ibeka en mission. Il vient en mission. Non, c'est qu'il s'affiche avec le président Ibeka et qu'il fasse la photo qui va le soutenir dans la prochaine présidentielle. Non, le président de la République est responsable. Jusqu'à ce qu'on la date dont on évoque cette intervention-là, elle se fait dans le cadre de la collaboration avec les Nations Unies. Elle se fait strictement dans ce cadre-là et c'est important pour le Malien. C'est important pour les Maliens. C'est important dans la lutte contre le terrorisme de faire ce point-là et que le secrétaire général rencontre le gouvernement malien, rencontre le premier responsable de l'État malien, échange avec le Premier ministre, avec le gouvernement, avec la MINUSMA qui va le recevoir, avec la société civile, avec le Parlement, mais aussi, pourquoi pas, avec l'opposition, pour comprendre comment mieux accompagner le Mali, comment redéfinir cette mission des Nations Unies, cette intervention dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Vous, ça ne vous trouble pas que le secrétaire général arrive dans un contexte où dans quelques mois on va organiser les élections et qu'il s'affiche sur une photo un peu comme un soutien tacite à la réélection du président de la République? Non, ne soyons pas dans la politisation. On n'est pas là dans une politisation, on est dans une collaboration, une saine et franche collaboration avec les Nations Unies. Et cette collaboration-là, il fallait tout simplement faire le point. Et c'est normal que le secrétaire général se rende au Mali, touche de la réalité. Parce que cette mission, quand même, rappelez-vous, c'est l'une des rares missions qui a payé le prix fort de la lutte contre le terrorisme. Croyez-vous que la présence d'Antonio Guterres au Mali ne reconforterait pas les hommes? Croyez-vous que cette présence n'est pas souhaitée par cette mission-là, par ces responsables-là? Ça ne requincre pas dans cette lutte contre le terrorisme. Voyez-vous, on ne voit pas les casques bleus, finalement, qui tirent parti de cette mission. C'est ce que j'essaye de vous faire dire, mais vous ne me le direz pas de toute façon. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ma vision. Je crois que le président de la République est responsable et c'est en toute responsabilité qu'il reçoit un camarade qu'il connaît jadis depuis longtemps, qu'il a rencontré à plusieurs occasions et il n'a pas forcément besoin de s'afficher avec lui pour vendre une quelconque caution politique. Il est là pour parler du Mali, il est là pour parler de la coopération avec les Nations Unies, avec cette mission des Nations Unies, la MINUSMA dont il fallait faire de toutes les façons le point. Oui, et du coup, on va basculer sur la présidentielle. C'est dans quelques mois, c'est au mois de juillet prochain, le 28 juillet pour être précis, si le gouvernement malien, qui nous rassure tous les jours que les élections se tiendront à bonne date malgré la situation sécuritaire. On va parler donc de cette élection présidentielle. Ça y est, le secret de Polichinelle, on le connaît tous, Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Vous n'êtes pas surpris, j'espère? Non, Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession parce que c'est une volonté du peuple malien. C'est une demande à laquelle le président de la République du Mali dit oui. C'est dans le cadre de la
continuité d'une mission à laquelle les 77% des Maliens lui ont assigné lors des dernières élections de 2013. Oui. 77%. Ibrahim Boubacar Keïta dit oui. Il dit oui en toute responsabilité. Il dit oui en toute confiance. Il dit oui pour faire face aux difficultés du Mali. Oui. Il dit oui à l'ensemble, à cette sollicitation de ensemble pour le Mali. Oui. Parce que c'est 68 formations politiques, 200 associations qui, jour et nuit, travaillent à ce qu'un projet présidentiel prenne corps et âme, à ce qu'un projet présidentiel s'impose, à ce que le Mali continue à exister sur la scène internationale. Ce que vous êtes en train de dire, vous le savez, je le sais, nos téléspectateurs ne le savent pas forcément, c'est qu'il faut dire qu'il y a eu une coalition de partis, d'associations, de sociétés civiles, etc., un peu sur le modèle d'ailleurs de l'opposition aussi, qui a sa coalition pour l'alternance. Il y a donc une coalition de partis qui disent soutenir la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre de la présidentielle du 28 juillet prochain. Et finalement, vous dites que le président, oui, il ne voulait pas vraiment y aller, mais comme il a entendu l'appel du peuple, en vrai héros, il arrive et il dit « Me voici Superman, je peux sortir le Mali de... » C'est ça. Non, ça semble un peu facile. C'est caricatural. C'est caricatural, vraiment. C'est une démarche consciente, politique, et une démarche souhaitée par le peuple malien. Ibrahim Boubacar Keïta est un homme politique malien qui, un homme responsable, a quand même dirigé ce pays-là depuis longtemps. Il a été député, il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères. En toute responsabilité, président de l'Assemblée nationale, il est dans l'État. Il vit les réalités de l'État. Donc, il ne peut pas se dérober. Ce n'est pas maintenant qu'il va se dérober. Et surtout que cet appel vient de l'ensemble de ce collectif qui l'ont accompagné pendant ces 5 ans. Lui n'a rien suscité, il n'a rien demandé. Élargi à d'autres. C'est un responsable qu'il dit oui à cette requête-là, en toute responsabilité qu'il dit oui à cette demande-là, avec des associations qui, de par le Mali, ont souhaité cette candidature. Je ne le vois pas en homme d'État, en homme responsable, se dérober de cette mission. C'est aussi sa mission. Et chaque individu politique ou chaque homme politique jouit d'une certaine mission à laquelle le peuple lui confie. Il faut soit la réussir ou la trahir. Et IBK va se plier à cette demande du Mali, du Malien conscient, de la majorité des Maliens, du Malien qui est pris de paix et de justice, de rassembler l'ensemble des Maliens, de réconcilier les Maliens, de poursuivre la mission qu'il a entamée en 2013. C'est l'homme providentiel. Pourtant, il a dirigé ce pays depuis 5 ans. Il ne faut pas voir en cette candidature une candidature souhaitée par un homme qui veut s'imposer à une majorité. C'est une démarche politique avec des idéaux et des propositions, un projet politique, un projet d'une coalition de partis politiques qui vont convaincre l'électorat malien par rapport à la justesse de la mission qui a été confiée au président de la République, pour la continuité de cette mission, par rapport à la lutte contre le terrorisme, par rapport à la sécurité des Maliens, par rapport à réarmer l'armée malienne, par rapport au retour du Mali sur la scène internationale, par rapport à un nouveau type de Malien sur l'échiquier, sur la scène internationale. Nous avons l'opposition, mais à la différence de l'opposition, il y a plusieurs voix qui s'entendent. Le chef de file est candidat, son ancien directeur de campagne est candidat. Vous avez 4-5 premiers ministres, Moussa Mara, Modibo Sidibé et j'en passe. Ils sont tous candidats. Ce n'est pas pareil. Ça ne les fragilise pas autant, puisque dans le camp du président IBK, les associations que vous me citez, les 68 partis politiques, j'ai fait mes comptes. Je me suis rendu compte que dans cette coalition de partis ensemble, donc pour le Mali, c'est ça, EPM, Ensemble pour le Mali, dans cette coalition, il n'y a que 5 partis qui ont des élus locaux, ou très peu d'élus locaux d'ailleurs, ou quelques mairies. Alors que quand vous regardez dans le camp, par exemple, de l'opposition, on est à plus de 3000 élus, on a des mairies en pagaille, il n'y a pas les mêmes poids. Et on a l'impression que la coalition qui soutient le président IBK est une coalition vide. Pardonnez-moi l'expression. Détrompez-vous, c'est tout à fait le contraire. Vous avez l'essentiel des partis politiques. Figurez-vous, vous avez même la formation politique de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Qui est très divisé. Qui a rejoint le camp du président. Non, divisé, vous avez comme l'ADEMA aussi est divisé. L'ADEMA, vous me le rappelez, à juste titre, l'ADEMA qui est le parti politique le plus implanté en Afrique après l'ANC, qui a dès
le premier tour, décider de rallier le président de la République. Ce qui est historique. On n'a jamais vu l'ADEMA à une élection présidentielle. Depuis l'avènement de la démocratie, ne pas présenter un candidat. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de cette mission. La difficulté dans laquelle le pays est, de la situation du pays pour pouvoir avancer. Il y a des voix qui s'entendent. Je vous le concède. Il y a des voix qui s'entendent. Ça fait partie de la démocratie. Il y a des voix qui s'entendent dans toutes ces formations-là pour dire que quelques voix, mais qui sont assez marginales quand même, pour dire qu'on veut autre chose. Mais si ces voix étaient aussi majoritaires, elles auraient imposé leur ligne. Il y a une forme d'arrogance de la part du pouvoir, de la part des soutiens du pouvoir. Et je vous démontre pourquoi je vous le dis. La coalition qui supporte le président Ibeka a osé dire qu'elle travaille pour la réélection du président Ibeka dès le premier tour. Non, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est de l'arrogance, non? Non, c'est un souhait et une démarche purement stratégique et politique, politicienne. On ne peut pas reprocher à des formations politiques comme le RPM, comme l'ADEMA, comme d'autres formations, l'UDD, le RDT, d'avoir cette ambition-là. On peut tout simplement prouver le contraire sur le terrain en convainquant les 8 millions d'électeurs de Maliens qui ont leur carte électorale pour aller mettre le bulletin dans l'urne que le contraire est possible. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, cette coalition est majoritaire. Elle est au pouvoir. C'est à l'opposition, face à son organisation, de prouver le contraire. Et ça, j'en doute fort, parce que la multiplicité des candidatures et la dissonance et toute la désorganisation au sein de l'opposition ne les avantage pas. Vous avez vu le candidat de l'URD, non? Lors de la proclamation de sa candidature, vous l'avez vu ou pas? Le candidat de l'URD a organisé un meeting au stade du 26 mars. Un meeting entre meeting et mi-concert. Je n'ai pas tellement compris le message qu'il voulait faire passer aux Maliens. Il reste quand même raisonnable et respectable que ce meeting a mobilisé ses sympathisants. Mais vous vous en doutez bien, le 26 mars de Bamako, un grand stade de 50 000 places. 80 000. Bon, on imagine mal que ce soit tous des électeurs qui soient là. Je crois que la plupart de ces fans se sont déplacés pour voir un rappeur célèbre qui s'appelle Ibawan. Mais le contraire, on le saura. Par contre, vous avez un homme politique comme l'ancien Premier ministre, qui, un homme responsable, a réuni 3000 de ses partisans au palais Amadou Ampateba. Là, je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Parce qu'il y a une stratégie. Et dans ce package de militants, je n'ai vu que des hommes responsables pour venir soutenir Modibo Keïta. Mais cela fait qu'il y a une division quand même au sein de l'opposition, un manque d'unanimisme qui profite à l'actuel président de la République, avec ses associations, avec ses partis politiques, avec cette coalition et cette levée de bouclier de la société civile. Et surtout, je ne dis pas assez du mouvement Sabati 2012, qui était les fantaisies de la dernière élection. Comparaison n'est pas raison. Les réalités de 2018 sont différentes de celles de 2013. Mais en tout cas, il a l'avantage de réunir un certain nombre d'indices qui montrent qu'il a toutes ses chances, même si aujourd'hui, les élections, on ne peut jamais les gagner d'avance, comme l'opposition l'a fait, parce que Soumaïla a publié son gouvernement. Il a fait un tas d'erreurs en invitant un certain M. Bachili, Rasbach, à s'afficher aux côtés de lui. La société civile n'a pas vocation de faire de la politique. Je crois que ça finit de le discréditer aux yeux de l'opinion publique malienne. Et on sent bien que vous, dans les urnes, quand vous serez dans les urnes, vous n'hésiterez pas à confier un second mandat au président Ibeka. Je parle aux citoyens maliens, évidemment. C'est la majorité, le vote de la majorité des 8 millions d'électeurs. Maintenant, comment pouvez-vous en être si sûr? C'est le souhait. C'est le souhait et c'est le combat qui est mené par cette coalition politique, ce conglomérat d'associations, de 200 associations qui se sont réunies autour du président, de l'ancienne majorité, de toute cette majorité silencieuse qui est là, de Sabati et d'autres associations se battent pour cela. Et je crois qu'ils ont les moyens de le réussir, à moins que l'opposition nous fasse mentir. Et ça, c'est au soir du 29 qu'on le saura à la proclamation des résultats officiels. Encore qu'il faut rappeler, dans cette situation, c'est des candidats à la candidature, comme celle de Habib Dambélé Guimba, comme celle de Ousseynou Amion Guindo, comme celle de Modibo Sibi, parce qu'il faut que ça passe à la validation. Et ça, on n'est pas à l'abri de surprises, parce qu'il faut réunir 10 députés ou 150 signatures, 25 millions de francs CFA. Et vous n'êtes pas sûr que tous ceux qui s'alignent pour l'instant ne sont pas capables de passer forcément? Je ne crois pas que tous puissent satisfaire ces conditions. Mais encore une fois de plus, c'est au soir du 29 juin,
à minuit que toutes les candidatures doivent être déposées à la Cour constitutionnelle et que la Cour proclamera officiellement la liste des partants. Les bulletins seront confectionnés en fonction. Les cartes électorales sont déjà prêtes et l'ambassadeur du Mali en France et le ministre de l'Intérieur ont exhibé le spécimen. Et je vous rappelle, c'est à la demande de l'opposition politique qui n'en voulait pas des cartes Nina. Il y a un mot qui est en vogue en ce moment dans votre pays. Je vais essayer de le dire et si vous le comprenez, vous me dites ce que ça veut dire. Bouakabla. Ça veut dire quoi? Bouakabla. Non, le débat politique est aussi sérieux que ça. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Bouakabla veut dire que le papa n'a qu'à s'arrêter, le vieux n'a qu'à cesser. C'est de l'argot. Nous sommes encore là dans des rhétoriques et mots inventés de toutes pièces par Rasbach et ses compagnons. C'est des mots qui n'ont pas leur place dans un débat politique. C'est du sérieux. Il s'agit du destin de 18 millions de Maliens. Il s'agit de l'avenir d'un pays qui a été occupé sur les 2/3 de son territoire. Il s'agit de l'avenir d'hommes et de femmes qui se battent pour reconquérir l'intégrité territoriale du pays. Mais il s'agit des hommes et des femmes. Il s'agit aussi des jeunes Maliens qui disent ça et qui répètent ce slogan. Bouakabla, ça veut dire que envoyer le papa à la retraite. J'entends bien ce qu'ils disent, mais encore que c'est un vœu pieux. Pour cela, il faut se battre. Pour cela, il faut avoir sa carte d'électeur. Pour cela, il faut être inscrit sur un projet de société conscient, digne. Pour cela, il faut rêver Mali. Il faut avoir le Mali à cheville le corps. Et ça, les autorités l'ont. Le président de la République là, tous ces hommes et ces femmes qui le soutiennent l'ont. Le Premier ministre est responsable. Le chef de file de la majorité, Bokar Tereta, aujourd'hui est responsable. Négocie sur cette base-là. L'opposition, je n'en vois pourtant pas. Soumaïla Cissé qui désigne son chef de file, un autre chef de file de l'opposition du Parena comme directeur de campagne. Ils en sont là, divisés sur ce qu'ils souhaitent pour ce pays-là. Et le président de la République n'hésite pas. Il n'hésite pas un seul jour. Il continue à servir l'État. Il continue à travailler pour l'avenir du Mali. Il continue à ce que le Mali revienne sur cette scène internationale. Beaucoup ont été faits. 49 raisons pour que le président de la République, en guise de réalisation, dans les domaines économiques, de l'infrastructure, du réarmement des forces armées, de la dotation des forces armées d'équipements pour pouvoir lutter contre le terrorisme, de la majoration du minimum, du salaire minimum malien, c'est cela qu'il faut conforter. C'est sur ça qu'il faut faire le débat et plutôt des slogans creux. Bouaka, bla, boata, bla. Ce n'est pas des mots qui nous honorent. Ça, il faut laisser à la société civile, aux enfants dégrainer cela en bas. Ce n'est pas des propos responsables. Oui, et ça traduit quand même quelque chose. J'ai entendu quelqu'un dire que dans votre pays, au Mali, dans cette période de Ramadan, il y a plus de jeûneurs que de musulmans. Ça veut dire quelque chose. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Oui, j'entends. C'est encore là des caricatures. D'habitude, au Mali, le mois de Ramadan est un mois sacré. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'annonce de cette candidature du président de la République n'a pas fait l'objet de tapage. Se fait de façon sobre, parce qu'il sait que le Malien tient à cela. C'est dans la sobriété et dans la responsabilité que cette annonce s'est faite. C'est dans la sobriété et dans la responsabilité que ces coalitions se sont réunies à l'hôtel Maïva, 68 partis politiques, 200 associations pour accoucher un projet, pour s'entendre par rapport à l'avenir de ce pays-là. C'est vrai. Il y a une difficulté, il y a une crise alimentaire. C'est vrai, tous les Maliens ne sont pas logés à la même enseigne. Mais l'aspiration des autorités, l'aspiration du meilleur des Maliens aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse retrouver ces 3 repas-là. C'est que tout le monde partage par rapport à ce mois de solidarité, de partage, de don de soi, qu'on retrouve cette tradition, cette solidarité. Remettre un pain à son voisin, un sac de riz, un sac de sucre, c'est un partage, c'est une solidarité, un mois de solidarité, de partage, de convivialité et de soutien. Et ça reste malien. Tiamel Guimbayara, ce sera ma dernière question. Comment peut-on rêver se succéder à soi-même lorsque, dans votre propre pays, vous avez échoué sur le plan sécuritaire, lorsque la moitié de ceux qui vous ont élu en 2013 ne font plus partie de vos soutiens, lorsque tous les jours dans votre pays, il y a au moins une dizaine de vos compatriotes qui tombent sur les balles, alors qu'en 2013, lorsque vous arriviez au pouvoir, vous avez promis aux Maliens que vous leur apporterez la sécurité. C'est aussi simple que ça, mon cher. Comment succéder à soi-même, c'est aux Maliens de décider. Les 8 millions de Maliens inscrits sur la liste électorale prendront leur destin en main en glissant dans l'urne le bulletin
en qui ils font confiance. L'homme en qui ils font confiance, le projet de la continuité, le projet de la souveraineté du Mali, du retour du Mali sur la scène internationale, d'une armée républicaine qui se bat pour la sécurité de toutes les populations, de la réconciliation du Mali et des Maliens entre eux, du Mali qui prend son destin en main avec l'aide de la communauté internationale, des pays frères et amis, du Mali qui est de retour, du Mali qui se veut serein, du Mali qui se veut un Mali constructif, un Mali d'avenir. Et en cela, c'est seulement le peuple, le bulletin du peuple, qui nous le dira au soir du 29 à la proclamation des résultats. Thiabel Guimbayara, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, merci d'être venu partager avec nous vos réflexions autour de la prochaine élection présidentielle et surtout de la candidature maintenant du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel d'une coalition de partis politiques et d'associations. On suivra avec beaucoup d'attention l'élection présidentielle de juillet 2018 et puis on verra ce que cela donnera. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.